soir, nous sommes ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures volées à la nuit pour parler en toute quiétude de tout ce qui fait votre vie. Jusqu'à 1 heure, vous pouvez appeler le 39 21 où vous serez accueillis par Assiba et Paul avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et si une histoire fait écho à la vôtre, à tout moment, vous pouvez nous rejoindre au 39 21 pour dialoguer avec nous. Vous pouvez aussi nous envoyer vos mails sur le site europe1.fr ou vos textos au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit. Europe 1, Caroline Dublanche. Et on commence tout de suite avec vous, Marie. Bonsoir. Oui, bonsoir. Caroline, voilà, je vous appelle par rapport à ma fille. Je suis maman d'une fille de Charlotte, on va dire, qui a 11 ans. Oui, c'est pas son vrai prénom ? Non. D'accord. Voilà, c'est une enfant joyeuse, gentille, heureuse, curieuse. Enfin, le rêve de toutes les mamans, quoi, jolie. Enfin, tout va bien. Je l'ai élevée seule pendant 11 ans. Oui. Avec un week-end sur 2 chez son père. Donc on s'est quittés quand elle était toute petite. Hein. Quand elle était bébé ? Oui. Enfin, on s'est quittés pendant la grossesse, on s'est retrouvés. Et puis quand elle a eu quelques mois, on s'est quittés. Voilà. D'accord. Quand elle a eu... Voilà, c'était un peu compliqué. Mais il a toujours été présent, puisqu'un week-end sur 2, elle allait chez lui. Voilà. Elle allait chez lui, un week-end sur 2 et en vacances. J'ai mis ça au point. En passant par le juge parce que j'ai voulu un point rencontre. Oui. Parce que je n'avais pas très confiance en lui du fait qu'il consommait beaucoup de cannabis. Oui. Et voilà, pour ces raisons-là, comment dire, je suis un peu émue, excusez-moi. Voilà, puis on n'était pas, cette histoire n'en finissait pas parce qu'à chaque fois qu'il venait la récupérer à la maison, il se réinstallait, quoi. Donc, pour que ce soit clair pour ma fille, pour moi, pour lui, et aussi pour que ce soit encadré, j'ai souhaité ce point rencontre. Voilà. Alors, quand elle donc, avait quel âge à ce moment-là ? Elle avait quelques mois, elle était petite. D'accord. Mmh. Donc, ça a duré quelque temps, le point rencontre, avant qu'il se stabilise et qu'il puisse la reprendre C'est-à-dire que... jusqu'à ce qu'il rencontre une dame qui a 10 ans de plus que lui, qui était équilibrée, calme, Alors le point rencontre, c'est un lieu pour les auditeurs qui ne sauraient pas, c'est un lieu où il y a, si vous voulez, le parent voit son enfant, mais il n'est pas seul en compagnie de son enfant. Non. Oui, il y a ça, mais il y a aussi au point rencontre, je la dépose, et lui il passe le week-end avec, il reste pas au point rencontre. Ah, d'accord. Vous voyez, c'est pour qu'il y ait un relais au moment où je la pose et qu'il y ait un relais au moment où je la reprends, afin que si la psychologue trouve que quand je la reprends, il y a quelque chose qui ne va pas, elle puisse le dire. D'accord, mais il pouvait quand même... Oui, non, c'est important de le spécifier. C'est-à-dire qu'il ne la voyait pas, c'était pas un accueil, c'était pas encadré. Il pouvait quand même prendre sa fille. Ah oui. Non, d'accord. Il pouvait prendre sa fille, mais je voulais que ce soit cadré parce que sinon, si ça se faisait à la maison, il partait jamais. Et je n'avais pas la volonté... je n'avais pas la volonté ni l'autorité, ni parfois l'envie de lui dire de partir. Alors, vous aviez du mal vous-même à mettre un terme, finalement, à des limites dans votre relation. Voilà, et je voulais que ce soit clair pour la petite. Je voulais aussi que il y ait des limites. Et en même temps, je voulais que ce soit encadré parce que comme il était un petit peu consommateur de cannabis, ce n'est pas pour le dénigrer que je dis ça, j'étais un petit peu inquiète de savoir comment ça se passerait, quoi. Parce qu'elle était quand même petite et bon, c'est quelqu'un qui aime la mère, c'est quelqu'un d'assez viril, mais je le voyais pas avec une toute petite fille, quoi. J'étais pas très rassurée. Très rassurée, voilà. Donc, on a fait ça. Donc jusqu'à ses 5 ans. Oui. Voilà, voilà, et bon, voilà. Et puis ensuite, il y a eu un jour où une psy, Charlotte, elle rentrait tout le temps épuisée, excitée du week-end.
Et un soir, la psy m'a dit sèchement, enfin, il faut réagir, il faut protéger votre fille, vous ne pouvez pas la laisser comme ça. Et bon, moi, j'ai pas réagi. J'aurais voulu qu'elle soit plus précise, mais j'ai pas. Et vous lui avez pas demandé pourquoi? Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Ses conseils m'auraient été, oui, précieux, mais. Oui. Qu'est-ce qu'elle entendait? La protéger de quoi? Mais je sais pas. Et oui, ça aurait été important de savoir. ouais, j'ai été stupide. Bon, enfin, non, c'est pas stupide, mais voilà, ça me voilà. Protéger. Moi, je craignais déjà les protéger. Je sais pas. Non. Moi, j'étais assez. Bon, il m'en a beaucoup voulu. Hein, bon, c'était quand ça? Bon, c'était. Parce que j'ai dû prendre des notes tellement c'est compliqué. C'était jusqu'à ce qu'elle ait 5 ans. Mais aujourd'hui, quelle est vos difficultés? Parce après, que vous dites que c'est une jeune fille, puisqu'aujourd'hui elle a 11 ans, joyeuse, curieuse, donc vous dites plutôt une jeune fille qui va bien. Donc quel problème rencontrez-vous avec elle? Je vous explique. Son père s'est mis en couple quand elle avait 5 ans à peu près. Et voilà. Et quand il s'est mis avec elle, ma fille revenait propre et calme. Parce qu'il y avait une dame dans la maison, ça se voyait, voilà. Et un jour, ils m'ont dit que le point rencontre, ça suffisait, qu'ils en avaient marre. Donc j'ai enlevé le point rencontre. Et entre-temps, le corps médical a découvert que j'étais bipolaire. Donc je me suis battue contre cette maladie pendant des années en cherchant le bon médicament. Mm-hmm. Et quand Charlotte a eu 11 ans, il y a un an, j'étais épuisée, mal soignée, et pour trouver le traitement qui me stabilise maintenant aujourd'hui, il aurait fallu 8 mois d'hospitalisation, et pour ça il fallait que je la place chez son papa. Oui. Donc moi la loi me laissait pas le choix. En plus je crois qu'il pouvait y avoir que le papa. Sa réponse ça a été ok, mais tu joues pas au yo-yo avec moi, je la garde, un point c'est tout. Donc, j'avais pas la force de batailler quand il m'a dit ça, ni de rétorquer que c'était peut-être provisoire ou pas. Je savais pas dans quel état j'étais mal. Donc, j'ai signé un papier de garde, pas très rassurée. Maintenant, c'est l'inverse, c'est moi qui n'ai pas la garde, et c'est moi qui vois Charlotte le week-end et les vacances. D'accord. Vous avez signé un papier, mais comme ça, à son père. Après, oui, puis après on est passé devant le juge, voilà. Oui, mais bon. Et on a mis ça au point. Devant le juge aux affaires familiales. Voilà, oui. Bon, d'accord. Et donc dans ce cas-là, les assistantes sociales interviennent. Donc elles ont interrogé parents, Charlotte et tout ça. Oui. Et Charlotte s'est plaint que son papa disait tout le temps du mal à maman. Donc le juge a écrit sur le papier qu'il fallait que ça cesse. Oui. Car Charlotte en souffrait beaucoup. Oui. C'est même écrit, hein. Oui. Dénigrement systématique de la mère. Oui. Ils ont mis une AMO, une assistante en milieu ouvert, pour que cela cesse. Hein. Oui. Et alors, elle me dit des phrases comme papa a dit que tu reproduis, c'est les mots qu'elle m'a dit. Hein, papa, tu reproduis sur moi l'abandon de ta mère, et c'est pour ça que tu m'as abandonnée chez mon père. Une autre fois, elle revient en me disant papa dit que tu es folle, paresseuse, que tu t'as inventé une maladie. Une autre fois, elle dit de toute façon papa dit qu'ils sont tous tarés dans ta famille. Bon voilà, c'est dur à vivre quoi. Oui, c'est évidemment agressif. Oui. Voilà, quand je lui offre un agenda scolaire, des boucles d'oreilles ou un vêtement, elle m'explique qu'il n'y a pas la place chez eux et que papa veut rien. Mais je sais en fait elle craint de le contrarier elle le protège. Et quand c'est à moi de le prendre en week-end... C'est-à-dire, elle le protège, elle se protège aussi, c'est-à-dire que contrarier son père, c'est aussi s'exposer à ses foudres. Oui, et d'ailleurs, vous voyez bien qu'elle vous dit, même si c'est dur entendre ces paroles, et qu'elle-même, vous voyez bien qu'il y a une distance. Elle dit pas d'abord, vous voyez, tu reproduis l'abandon de d'abord qu'est-ce que ça, c'est trop, il y a un côté trop intellectualisé. Elle vous dit pas tu es folle ou tu non elle dit papa. Mais c'est même pas les phrases, elle dit bien, elle met complètement à distance. Oui, ce sont les phrases de son père. Elle dit papa dit que. Donc elle dit bien, déjà, elle vous le répète. J'ai l'impression qu'elle attend mon avis. Mais vous avez raison. Oui, elle attend que elle attend quelque chose de vous, elle attend des réponses. Et je vais vous dire, même si c'est bien sûr dur à entendre pour vous, je trouve très bon signe, Marie, qu'elle vous en parle.
Parce que oui, ça veut dire... Le problème, c'est qu'elle en parle plus parce que... Je vais m'expliquer. Elle en parle plus maintenant parce que... Je suis pas parfaite et moi j'ai essayé d'expliquer les choses comme elles étaient. Et maintenant elle protège son père, elle dit plus rien parce qu'elle a peur que je dise du mal de son père. J'ai jamais voulu dire du mal de son père. Mais oui, vous avez, c'est important. Voilà. Chaque fois que je lui offre une agenda scolaire, des boucles d'oreilles, un vêtement. Non, mais Marie, parce que déjà, ce que vous pouvez lui offrir, c'est justement des réponses. Elle est en attente de réponses parce qu'à travers ça, il y a des questions. C'est-à-dire, non, vous n'êtes pas folle. Non, si vous ne l'abandonnez pas. Vous l'avez confié parce que à un moment, c'était important que vous puissiez vous soigner parce que vous aviez vous étiez plus vraiment en état de vous occuper d'elle et que justement vous l'aviez confié à son père qui lui pouvait s'occuper d'elle mais parce que vous ne pouviez pas à ce moment-là parce qu'il fallait que vous preniez un traitement, vous avez dû être hospitalisé pour prendre ce traitement et ça a duré longtemps. Mais vous ne l'abandonnez pas et vous ne l'abandonnerez jamais. Alors vous, qu'elle pète un plomb si elle reste chez lui, j'ai peur. Elle devient agitée, elle n'est plus calme. Mais parce que elle se pose des questions, Marie. Et c'est normal, elle se pose parce que... Oui, mais on est tellement fragile dans cette famille que je veux pas qu'elle pète un plomb, alors je peux pas... Non, mais Marie, elle pètera d'autant moins un plomb qu'elle aura des réponses, si vous voulez qu'elle... Je lui en donne, je ne fais que ça. Non, mais là, vous êtes très angoissée. On finit par parler que de son père tout le week-end, elle repart, on a parlé que de ça. Mais il ne s'agit pas de parler de son père. Regardez, là, attendez. Il ne s'agit pas de parler de son père. Elle vous renvoie des choses où son père... Oui, parce que là, je vous ai concentré, si vous voulez, le truc, mais elle parle toute la journée des chansons que papa aime, elle les chante elle-même, elle me fait écouter le disque. Je sais que les petites filles adorent leur papa, je sais tout ça, qu'elles veulent les épouser, etc. Mais c'est une espèce de, je sais pas, elle arrive, elle me dit, tiens, aujourd'hui papa, il a dit, vive Marine Le Pen, votez pour elle. On dirait qu'il cherche à la provoquer à travers moi, à me provoquer à travers elle. Ou alors elle me dit, tiens, papa, il a dit l'autre jour qu'il était le seul à rire le 11 septembre pour New York. C'est quand même violent de dire tout ça à une petite fille, quoi. Effectivement. Et je crois que c'est de la provocation à mon égard. Mais si c'est ça, ça va. Mais... oui, mais c'est stupide. C'est vraiment stupide et même votre fille en est choquée. Et là, c'est important de... Elle était même pas choquée, elle trouvait ça rigolo. Et je l'ai fait raisonner en disant, tu sais... j'étais obligée de faire la politique. Je lui dis, mais oui, mais t'as peut-être pas dit que les Américains sont venus nous aider aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah bon? Oui, et puis dire ce qui s'est passé le 11 septembre, c'est tous ces gens qui sont morts dans les tours, c'est épouvantable. J'ai pas pu parce que si je et que le terrorisme est toujours épouvantable, parce que ça fait énormément de victimes et donc... Alors j'ai patienté des mois, j'ai patienté un an, on m'a dit ça va s'arranger. Des banalités usuelles de personnes qui souffrent pas, quoi. Mais oui, ça va aller. Mais moi, sa santé mentale, elle était calme avant, elle était souriante avant. Elle me manque de respect alors attendez, maintenant. non, mais il faut, Marie, il faut pas, ne mélangeons, non, mais Marie, vous êtes très tourmentée. Marie, je suis pas le juge aux affaires familiales et vous n'êtes pas là pour me convaincre à tout prix. Donc, apaisez-vous. On n'est pas là, vous n'êtes pas devant, voyez, au tribunal à devoir plaider votre cause. Peur d'oublier un détail pour qu'on mais Marie, je vous comprends. J'ai entendu, je comprends l'aspect problématique de la chose. Alors, ce que je veux vous dire, Marie, parce qu'il faut que vous vous apaisiez aussi un peu, vous. Hein, vous n'êtes pas là, voyez, on n'est pas au tribunal, on n'est pas... Je voulais pas vous agresser, excusez-moi. Mais vous m'agressez pas du tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes tellement angoissée, vous voulez à tout prix me convaincre. Je comprends que c'est problématique pour vous et qu'il y a effectivement un problème. Moi, ce que je veux vous expliquer, c'est que il y a... vous pouvez très bien revenir, c'est pas parce que vous avez signé à un moment un papier, et c'est normal, il fallait le faire, c'est vous qui aviez la garde, comme vous avez dû être hospitalisé, il fallait confier la garde à votre mari, vous l'avez fait devant le juge aux affaires familiales, c'est pas irréversible.
J'ai demandé Vous, pour pas qu'il sache trop, j'ai demandé alterner, la garde alternée, pour pas qu'il s'énerve, parce que j'ai un peu peur de lui. Et la juge, elle m'a dit pourquoi alterner devant lui. J'ai pas su quoi répondre. Alors, on m'a dit qu'il fallait que je déménage près de chez lui, à 15 km de chez lui. Et pour l'instant, je l'ai pas. Et on va faire la redemande au printemps avec l'avocat. Alors, parce que si vous, le problème, c'est que oui, cet homme, vous en avez encore un peu peur, hein, quand même, parce que vous vous sentez encore un peu fragile aussi. Oui. Puis bon, quand il crie, il crie au téléphone quand je suis avec elle. Il a fallu que l'AMO, l'assistante sociale de l'AMO, l'oblige à accepter que j'appelle le mercredi soir à 20h45. Sinon, j'avais droit à aucun coup de fil, sinon je l'entendais crier derrière, comme quoi le temps moderne, le téléphone, tout ça l'énervait. Et on s'envoyait trop de SMS. J'avais offert un portable exprès parce qu'on se séparait tout d'un coup, c'était difficile. Et j'avais offert un portable exprès. Alors comme ce portable faisait du mal à Camille, j'ai repris le portable. Ça m'a coûté. Hein. Ça fait que je lui parle que le mercredi et je sais qu'il écoute. Elle est froide. Quand elle me parle, la pauvre. Oui, mais parce qu'elle naturelle. Et voilà. C'est tout petit chez eux, alors elle n'ose pas parler. Voilà. Mais ne doutez pas. Voilà, ne doutez pas, Marie, que de son amour pour vous, simplement, parce que quand elle me manque de respect, mais pas d'amour, non, mais de voilà, respect. c'est très différent. Je sais pas comment faire pour ne pas quand même me laisser marcher dessus. Oui, en plus, elle n'a pas de chambre, son lit est proche du lit parental, la douche aussi. Bon, alors, il y a une action éducative en milieu ouvert, donc ça veut dire qu'il y aura un rapport de fait. Ils sont venus qu'une fois, ils vont revenir. Ils vont revenir, donc ça aussi, ce sont des éléments qui vont figurer dans le dossier, que le juge aura au moment où il aura à prendre à nouveau cette décision. Donc, le comportement que vous décrivez du père, là aussi, les assistantes sociales en feront part. Votre fille peut aussi être entendue. Bon, vous, entre-temps, c'est important que vous continuiez quand même un peu à vous soigner, à vous stabiliser, à vous renforcer. Je suis bien, là maintenant, je suis bien. On a trouvé enfin le médicament qui me convient. Là, je me laisse un peu aller parce que j'ai pas beaucoup l'occasion de parler de ça et j'aime pas donner l'air que je donne du mal de son père, donc là je profite que c'est avec vous. Oui, d'accord. Mais oui, c'est bien, vous avez raison. Avec elle, c'est important de ne pas dire de mal de son père. Vous pouvez simplement, en revanche, c'est vrai que vous avez raison quand il disait que le 11 septembre l'avait fait rire, que je ne sais plus encore quelle idiotie, enfin bon, là de reprendre en disant que non, on peut pas, il y a des choses dont on ne peut pas rire, c'est trop grave, enfin en tout cas que bon, c'est parce que là ça fait partie de son éducation, mais si vous voulez, pour le reste, vous pouvez parler de votre histoire. Alors quand il dit que vous l'abandonnez comme votre mère vous a abandonné, je ne sais pas, vous avez été vous abandonné par votre mère ? Oui, alors vous pouvez parler de votre histoire en disant que vous, effectivement... Je la connais par cœur, depuis petite, elle sait tout, hein. Bon, alors vous pouvez lui dire que, tu sais bien, je t'en ai parlé, moi j'ai été élevée à la DAS, mais toi, évidemment, il s'agit pas du tout de ça. Tu vois bien que je ne t'abandonne pas. Au contraire, c'est parce que je n'étais pas à ce moment-là, j'étais beaucoup trop fatiguée. J'avais trop de problèmes dans ma tête pour pouvoir m'occuper de toi, et c'est justement parce que je t'aime et que tu comptes énormément pour toi que je t'ai confiée à ton papa. Parce que lui, je savais qu'il pourrait s'occuper de toi. Donc au contraire, voyez, vous renversez, vous dites qu'au contraire, c'est ce sens des responsabilités que vous avez délégué, ça témoigne. Et même par rapport au juge, je vais vous dire, ça montre la responsabilité maternelle que vous avez. Ça montre que vous êtes vraiment une mère très responsable, parce que au lieu de vouloir faire face à tout prix, et peut-être effectivement
d'être débordé. Et Oui, sans aller jusqu'à la maltraitance, mais peut-être effectivement d'être débordé. Et bon, eh bien, vous avez ce qui est très difficile à faire, de dire bon oui, pendant un temps, je prends cette décision de me séparer et surtout étant donné les rapports très conflictuels que vous avez avec son père. Donc je trouve ça très courageux de votre part ce que vous avez fait. Et vous savez, le juge en tiendra compte de ça. Parce que c'est un signe de votre responsabilité, du fait que vous êtes quelqu'un de très responsable. Merci. Mais non, mais c'est vrai. Je pensais qu'il me renverrait l'ascenseur, cette confiance que j'ai eue en lui. Quand je l'appelle, il se plaît à me dire qu'il sait pas où elle est. Dès qu'il veut aussi faire son prénom, elle arrive. Et quand elle raccroche, son père lui reproche d'être différente quand elle me parle. Il ne faut pas rentrer dans ces jeux-là. Ça me fait mal pour elle. Elle vous le dit, ça? J'ai mal pour elle, oui. Elle vous en parle? Oui. Et vous pouvez pas vous rencontrer l'assistante sociale? J'ai appelé là. Oui, il faut le faire. Là, je commence vraiment à en avoir marre. Oui, il faut le faire. Et je vais lui dire tout ça parce que oui. Il est très charmeur. Je vais pas dire qu'elle se laisse prendre, mais vous pouvez dire un peu manipulateur. Vous avez peur qu'il a un ascendant sur sa fille et même sur les gens en général. Oui, alors ne dites pas manipulateur parce que dites, vous pouvez dire comme avec vos mots à vous, charmeur, qu'il a un ascendant, oui. Oui. Et non, même les assistantes sociales, j'ai tendance à passer par toujours pas toujours, mais j'ai l'impression d'être un peu celle qui dramatise, quoi. Mais enfin, c'est une impression peut-être. Mais... Oui, vous avez ce sentiment-là. Et bon, elle me dit qu'elle a de jolis vêtements, mais quand quand elle vient au week-end, elle vient avec un jogging déformé, un t-shirt troué. Moi, quand il la prenait, je la faisais jolie pour son papa. Et elle arrive chez moi, je sais pas, moi, je comprends pas. Elle aime s'habiller, elle arrive quand elle allait au sport, quoi. Et elle s'en plaint ou pas? Est-ce qu'elle s'en plaint? Parce qu'à 11 ans... Non, parce qu'elle est très sport, elle s'en fout. Tant qu'elle s'en fiche, c'est pas grave. Vous voyez, c'est si... parce qu'à 11 ans, elle a quand même son mot à dire. Donc si elle ne s'en plaint pas, c'est pas un problème. Hein. Par contre, son père, avant la 6e, il l'a menacé, enfin pas menacé, mais il lui a dit, ouais, tu vas te vernir les ongles, tu vas devenir comme les autres pétasses. Donc, ce côté garçon manqué, elle cultive un peu, quoi. Elle commence à dire un peu des grands mots, à parler avec un accent de Renault, qui joue à la guitare toute la journée. Voilà, je la sens, j'ai l'impression qu'il y a lavage de cerveau, quoi. Et ça m'inquiète pour elle. Et seule la neutralité d'un bureau de psychologue pourrait la sortir de là. Or, quand elle en parle, elle dit je vais très bien. Elle dit comme son père, je vais très bien, j'ai pas besoin de psy. Quand j'en parle. Bon, alors n'allez pas dans ce, ne forcez pas. Non, ne forcez pas. Elle saurait, je pense, dire, parce que sinon ça va aller contre vous. C'est-à-dire que là, elle va, vous voyez, il peut y avoir aussi une forme de jeu où elle-même navigue entre son père. Elle peut un peu jouer entre vous et de ce climat tendu entre vous et son père. Où elle va d'un côté de ce qui, quand ça l'arrange, de votre côté, et puis quand ça l'arrange pas du côté de son père. Vous voyez, oui, ça arrive souvent avec les enfants de parents divorcés, séparés. Donc si elle revient en disant vers son père en disant tu sais maman m'a dit que peut-être faudrait que j'aille voir un psychologue. Mais il est absolument anti-psy. Donc ça m'étonne pas, vu ce que vous dites. Donc, il risque de lui dire, n'importe quoi, t'en as pas besoin, c'est elle qui est folle. Et ce qu'elle n'aura pas dit, c'est qu'entre-temps, elle s'est plainte de certaines choses à vous. Voyez, donc, ne rentrez pas trop là-dedans, parce que, à côté de ça, elle n'a pas l'air d'aller mal, votre fille. C'est plus un jeu relationnel où... Je la trouve tendue, quand même. Oui, mais bon. C'est plus un jeu relationnel où ce qui est problématique, c'est que son père
vous dénigre. Ça, c'est vrai que c'est pas grave à la limite. Non, mais si, à la longue, c'est problématique qu'un parent dénigre l'autre parent. Pour l'enfant, c'est toujours dommageable. C'est ce qui est écrit à la longue, c'est toujours dommageable. C'est pas. Oui, mais c'est pas un hasard qu'on mette ça, Marie, parce que c'est dommageable. Bon, maintenant, attention aussi de ne pas noircir et dramatiser trop les choses. Vous avez quand même commencé en me disant que c'était une enfant joyeuse, curieuse, qui était pleine de vie. Oui, bon. Donc, voilà, depuis qu'elle est née, je veux dire, tout le monde me dit que j'ai une chance folle d'avoir une fille comme ça. Quoi. Comptez sur le fait que vous pouvez très bien, avec votre avocat, demander à ce moment-là une garde alternée ou demander... Et voyez un petit peu ce qu'il en est. Et sur le fait... Il a dit non. On va y revenir, mais il a dit non, et c'est non. Oui, mais enfin, il n'est pas seul à décider. Alors, si vraiment les parents ne s'entendent pas, c'est vrai que la garde alternée n'est pas la meilleure solution. Il faut que les parents... On va se disputer toutes les semaines. Bon, alors à ce moment-là, il faut que l'un ait la garde et l'autre les week-ends et les vacances scolaires. Parce que la garde alternée ne peut fonctionner que s'il y a une bonne entente entre les deux parents. Parce que sinon, pour l'enfant, c'est l'enfer. Il est avec des parents qui sont qui se font la guerre en permanence. L'enfant, il est au milieu. Puisque garde alternée, ça suppose qu'il y ait un suivi, une cohérence, que les parents soient d'accord sur tout ce qui concerne la vie de l'enfant. Voilà, donc qu'ils puissent se parler. Mais oui, qu'ils puissent se parler. Alors si vous ne pouvez pas vous parler, si vous n'arrêtez pas de vous contredire, ce n'est pas possible. Bon, alors donc la garde alternée, n'y comptez pas. On va accueillir Hervé. Bonsoir Hervé. Bonsoir Caroline, Bonsoir. Comment allez-vous? Mais je vais bien, merci. Tant mieux. Alors vous voulez vous écouter attentivement Marie et vous voulez lui donner quelques conseils, je crois. Oui, mais je dois dire vos conseils sont comme toujours très avisés, Caroline, parce que non seulement vous donnez des conseils psychologiques, mais également des conseils juridiques et ils sont toujours très fins. Et effectivement, la garde alternée ne me paraît pas possible à envisager dans la mesure où les deux parents ne se parlent pas ou quand ils se parlent, il le fait avec beaucoup d'agressivité à l'égard de son ex-femme. Oui. Donc je crois qu'il ne faut pas du tout envisager ce mode de garde, qu'il faut au contraire envisager le mode très classique d'attribution de l'enfant à la maman et puis le papa le voit un week-end sur 2 ou 2 week-ends sur 3. Mais il va être furieux, à prévoir. Peu importe. Il va être furieux. Écoutez, l'important, c'est pas lui qui décide. C'est pas vous qui décidez, c'est le juge qui décidera et qui impose, avec l'autorité qui est la sienne, le meilleur choix dans l'intérêt de Charlotte, car c'est la seule chose qui compte. C'est pas de faire plaisir ni au papa ni à la maman, c'est de faire en sorte que l'enfant vive le mieux possible cette situation qui actuellement semble très difficile pour elle. Oui, tout à fait. Et oui, donc il ne faut pas voir ça comme une décision prise par le père ou une décision prise par la mère. Non, c'est une décision judiciaire. Et les décisions du juge, elles sont toujours provisoires, on peut toujours revenir dessus. C'est pas parce que provisoirement la garde a été confiée. Oui. Il me semblait que la seule solution c'était la psychologue, mais je pense que la seule solution c'est la garde, quoi. Je vois pas d'autre solution maintenant que je vous en parle. L'un n'exclut pas l'autre de toute façon, parce que le juge va nommer. Moi, je pensais insister sur la... Le juge ne fait pas de il n'est pas là pour faire de psychologie, Marie. Hein. Il est là à un moment. Il va prendre une décision. Non, mais Marie, il va prendre une décision en fonction des éléments qui vont lui être remis. Il peut pas prendre de décision comme ça sans support. Il leur donnera une expertise psychologique pour voir quel est l'intérêt de l'enfant, car c'est la seule chose qui compte. Et il examinera les circonstances dans lesquelles le père exerce actuellement son droit de garde. Et ma fille, elle aime tellement son père qu'elle va tout nier de ce que je dis. Marie, vous ne vous faites pas assez confiance. Les psychologues savent parler, Caroline pourra mieux le dire que moi. Les enfants savent parler aux psychologues de manière très libre, à condition que ni le père ni la mère ne soient à côté d'eux. Donc ils les reçoivent dans un endroit neutre. Je crois que ma fille a très peur de faire de la peine à son père. Mais ça, les psychologues sont assez fins pour comprendre quel est le discours réel de l'enfant et quelle est
sa volonté. Elle aime son père, c'est normal, mais elle vous aime aussi, et elle est évidemment entre les deux, c'est compliqué. Elle n'a pas à choisir l'un ou l'autre. Ça ne sera pas présenté, et c'est pour ça qu'on ne lui présentera pas les choses comme ça, et c'est pour ça que ça soit. C'est important. On lui dira que c'est pas à elle de choisir chez qui elle veut vivre, et c'est pour ça que c'est important que c'est un juge qui décide, parce qu'on ne peut pas demander à un enfant alors chez qui tu veux vivre. On lui demande, tu préfères ton père ou ta mère? Parce qu'elle aime les deux et elle a besoin des deux. Tout à fait, ouais. Voilà. Donc c'est vous qui doutez trop de vous et qui vous êtes très vous avez encore il y a une relation d'emprise vis-à-vis du père. Enfin, vous donnez trop de pouvoir aussi à cet homme. Hein, et finalement vous n'êtes pas vous doutez beaucoup trop de vous dans cette histoire et de oui, je le vois beaucoup plus puissant que moi. Oui. Oui, mais finalement, il vous dénigre, mais vous-même, vous doutez de la place que vous tenez auprès de votre fille, qui est différente évidemment de celle du père, mais vous tenez une place importante. Chacun doit tenir son rôle, et ce rôle-là, il est arbitré par un juge qui est une personne indépendante et qui, à la lumière de ce que révéleront les expertises. Parce que l'autre jour, ce qui m'a fait réagir, c'est pour ça que je vous ai téléphoné, c'était vraiment le coup, c'était trop fort. J'ai appelé 4 fois de suite. J'ai pas voulu être impolie. Je pensais que vraiment qu'ils n'étaient pas là. Or, ils étaient à table. C'était le mercredi soir, le fameux rendez-vous téléphonique du mercredi 20h45. Et en fait, ils décrochaient pas parce qu'ils étaient à table. Et bon, le père devait dire, elle nous prend la tête, quoi. Et Camille a décroché. Sûrement, elle s'est fait le porte-voix de son père. Mais elle m'a parlé sur un ton. Jamais elle m'avait parlé comme ça. Oui, mais vous prenez trop les choses au pied de la lettre. Elle se fait certainement, comme vous dites, à ce moment-là, on lui dit peut-être de répondre. On lui dit de répondre. Et il faut que vous arriviez à prendre un peu de distance par rapport à ça. Vous êtes à vif par rapport à cette situation. Il faut un peu, j'imagine que vous êtes aussi, vous, suivi sur le plan psychologique par rapport au traitement que vous prenez. Il faut un peu que vous vous fassiez aider par rapport à ça, hein, que vous preniez un peu de distance et que vous fassiez confiance, comme le dit Nino, à votre fille, qui peut-être fait beaucoup plus la part des choses que vous ne le pensez dans cette histoire, et que vous lui fassiez confiance aussi. Hein, je pense que ça, quoi, qu'elle est plus intelligente qu'on croit. Mais je pense, oui, et que par moment, il se peut que vous dramatisiez beaucoup les choses. Hein? Ça, c'est ma tendance, je sais. Oui. Donc, faites-lui confiance aussi, hein. Et je vous dis encore une fois, c'est très courageux et très responsable d'avoir pris cette décision. Donc il n'y a pas lieu de culpabiliser et de vous dire là, oh là là, mon Dieu, quelles conséquences ça a aujourd'hui. Peut-être que maintenant je vais plus pouvoir avoir ma fille et maintenant ça se retourne contre moi. Elle va croire que je l'ai abandonnée. Pas du tout. D'abord, vous ne l'avez pas abandonnée, vous vous êtes soignée pour vous occuper d'elle, pour pouvoir mieux vous occuper d'elle. Donc vous avez très bien fait de réagir de la sorte. Maintenant, votre fille... La compagne de son papa lui a dit à elle me l'a répété, elle lui a dit ça, elle lui a dit, dis donc, t'as une sacrée gentille maman quand même pour qu'elle ait accepté de te, vous voyez que vous avez, à nous. Vous voyez que vous avez une alliée de poids, vous nous dites ça maintenant, Marie. Vous avez une sacrée alliée, là, en la compagne du papa. C'est formidable qu'elle dise ça, cette dame. Oui, mais c'est vraiment la seule fois. En général, elle le défend. Oui, mais regardez comme c'est important, ces paroles-là. Elle lui a dit que j'étais une bonne maman et que je devais l'aimer beaucoup. Il faut aimer beaucoup son enfant pour faire ça. C'est vrai. Et Camille me l'a répété très fière. Hein. Mais je comprends que votre fille l'ait répété parce que c'est tellement juste et c'était des paroles très justes, mais qu'en plus ce soit la compagne de son père qui ait dit ça, ça a d'autant plus de poids. Ça a beaucoup de portée, ça a beaucoup plus de portée. Et c'est vrai, ça témoigne que vous êtes une maman très aimante et qui prend vraiment soin de son enfant, puisque ne pouvant plus à ce moment-là faire face, vous en occuper, vous la confiez à celui qui est le plus à même de pouvoir s'en occuper, alors que vous êtes en conflit avec lui. Donc, bon... Voilà, donc, voyez, c'est pour ça que ne noircissez pas trop le tableau, hein, vraiment. D'accord.
Voilà, écoutez aussi ce que vous dit Hervé. Faites confiance au juge. Faites confiance au juge. Lui, avec les éléments, il prendra une décision apaisée, le jeu calme et le jeu. Hein? Faites-lui confiance. Vous qui prenez la décision. Voilà. C'est pas vous qui prenez la décision. Exactement. Oui, c'est vrai, vous avez raison, juge. Juge. Juge Hervé. Mais vous parlez tellement bien, vous avez un côté comme ça, c'est net, clair et carré. Heureusement que je disais à Marie, on n'est pas dans un tribunal, c'est pas mal. Voilà. Juge Hervé, écoutez, ça y est, l'audience est levée. Suspendu ou levé. Suspendu, voilà. Jusqu'à la prochaine fois. Jusqu'à la prochaine fois, exactement. Hein. On peut faire appel. Non, mais c'est vrai, la décision est toujours provisoire en matière de garde d'enfant. Ah bon, d'accord. Oui. On peut saisir le juge. C'est vrai. Bon. C'est ce que m'a dit. C'est ce que m'a dit mon avocat. Il m'a dit c'est toujours provisoire, donc n'importe quand vous pouvez reprendre les affaires et dire. Donc là, ça m'encourage pour lui redemander. Bien sûr, la garde. n'hésitez pas à saisir à nouveau le juge et à lui demander ce que vous entendez lui demander, et c'est le juge qui décidera, qui tranchera. Bon. D'accord. Merci beaucoup. Nous avons Maître Assiba en régie, puisque cette brillante jeune fille fait terminer brillamment ses études de droit et juge Hervé en ligne. Et puis, écoutez, comme tout se termine. Je ne suis pas du tout juge. Hein. Ah bon, vous n'êtes pas juge? Ah bon? Non, pas du tout. Je suis de l'autre côté. Vous êtes de l'autre côté? Oui. Il est détenu. Ça serait un comble. Pas tout à fait. Me dites pas ça, Marie. Non, pas tout à fait. Je suis au barreau, mais je suis pas derrière les barreaux. Ah, vous êtes avocat. Voilà. Ah, d'accord. Je préfère ça. Vous m'avez donné chaud. Non, parce que je vais dire, moi, je salue. Je sais qu'il y a beaucoup de détenus qui nous écoutent, mais normalement, on n'a pas le droit d'avoir de portable en prison. C'est pour ça que vous m'avez donné chaud. On n'a pas le droit. Je suis désolé de vous avoir donné des chaleurs. Je sais qu'il y en a plein qui circulent, mais enfin, ça m'ennuierait qu'on me dise, finalement, on appelle de la prison. Je serais un peu mal, quoi. Non. C'est dans la légalité la plus totale dans votre émission. Bon, alors écoutez, tout est bien qui finit bien. On va terminer l'audience en musique. C'est rare que ça se passe comme ça. Et en plus, tout cas, je voulais vous dire que oui, il y avait quelque chose qui couvait dans ma tête, qui n'était pas clair, et que je voulais entendre. Et je l'ai entendu ce soir. Je sentais que la garde alternée n'était pas bien pour un couple comme le nôtre, quoi. Oui. Ça, j'avais besoin de l'entendre. Je n'osais pas me le dire. Oui. Donc ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire ça, mais pour moi c'est plus clair, quoi. Bon, tant mieux alors. Alterner, ce sera l'enfer avec lui. Je pense, vu ce que la situation, il vaudrait mieux éviter. Il a dit d'ailleurs lui, rien du tout, je la veux pas alors. Alors il y a Odile qui dit il faudrait éviter. Oui, donc c'est peut-être signe qui maintient une forme de relation conflictuelle aussi via l'enfant. Il y a quelque chose un peu de cet ordre-là quand même. Il faudrait éviter, Odile dit, toute conversation où il est question de ce qui se passe chez le père pour que ce soit clair pour l'enfant, lui expliquant pourquoi. Alors c'est peut-être un petit peu compliqué, mais peut-être dire. Parce qu'il revient tout le temps. Oui, vous ne relevez pas trop. Vous ne relevez pas, pour que ça soit pas un sujet. Oui, vous relevez pas. Vous voyez, quand vous sentez qu'il y a une part peut-être de provocation consciente. Elle raconte des blagues qu'il a dit qui me font rire. Alors, quand même, je ris. Bon, alors si ça vous fait rire, vous pouvez aussi. C'est une manière d'instaurer une complicité. C'est aussi une manière d'instaurer une complicité, Oui, demandez à votre fille de nous raconter que les histoires drôles. Voilà, parce que celles que vous nous avez racontées, elles étaient vraiment pas drôles. Pas très drôles. Non, pas du tout. Vous n'êtes pas là pour ça, Caroline. Si, moi j'aime bien rire de temps en temps, même souvent. Non, mais en fait, je suis bon public. C'est pas qu'on s'envoie des blagues, mais bon, moi j'essaye pour lui montrer que je ne dénigre pas son père. J'essaye de lui dire les bons moments qu'on a passés quand elle était petite, tout ça. J'essaye de tout ça, quoi. J'essaye de dédramatiser, de donner un peu de légèreté. Et du coup, elle rentre dans la faille et elle reparle de son père. Il faut que j'arrête d'en parler moi aussi, quoi. Oui. Oui, il faudrait, c'est pour ça, prendre un peu de distance parce qu'on sent que c'est quand même un peu obsédant pour vous. Il y a Leïla qui dit, même si c'est votre cœur de maman qui parle, vous semblez être quelqu'un de sensible, alors que face à cette situation, il faudrait peut-être prendre un peu de recul pour pouvoir faire face. Très bon courage à vous. Mais justement, la chanson qui vient, c'est Céline Dion, Parler à mon père. Oui, Oh là là.
Oh là là, écoutez, n'écoutez pas, hein, si ça doit vous perturber. Ah non. Allez, je vous embrasse, Marie. Merci beaucoup, Caroline. Hervé. Merci. Mais je vous en prie, je vous souhaite une excellente soirée avec Céline Dion. Merci à tout le monde. Au revoir. Moi aussi, au revoir. À bientôt. Au À revoir. bientôt. Caroline Dubon. Bonsoir, Arnaud. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis heureux de vous réentendre un an pile après quoi. Pile après quoi? J'étais intervenu concernant donc une forme de fétichisme. J'avais des collants quoi. Fétichisme si vous- des collants, oui. Ah, Oui, parce que on je- en a parlé, oui. J'ai eu quelques auditeurs qui m'ont appelé pour cette forme de fétichisme. Alors, donc, je sais donc- pas, oui. Je me souviens de. Donc, vous m'aviez appelé parce que vous aimez. Alors, c'est-à-dire, vous aimez emporter ou que les femmes portent des collants? Ben, Parce que... Il y a les deux, parce que j'en portais pour des raisons thermiques. Bon, je vais pas revenir sur ce que j'ai dit. Ah oui, je me souviens de vous. Oui, c'était Oui, pas voilà. quelqu'un qui vous l'avait prescrit au départ. Si, On vous avait exactement, recommandé un exactement. médecin ou je ne sais pas. C'était une kiné. Oui, une Mais kiné, bon, c'est donc, ça. donc ça m'avait un peu bloqué. Et vous y aviez pris goût. Oui, j'y avais pris goût. J'avais créé un blog que j'ai encore d'ailleurs. Ça m'aide à m'exprimer Mhm. par rapport au sujet. Donc, Mhm. c'est aussi un. Et puis bon, j'en ai discuté avec un psychiatre, quoi, pour voir s'il y avait un réel souci. Ah, vous avez consulté? Je consultais déjà un psychiatre depuis quelques années pour une dépression nerveuse. Oui, vous n'avez pas Et, été spécialement pour parler de ça. J'ai D'accord. profité d'avoir cette opportunité d'en Oui. parler, quoi. Oui. Et donc il m'a dit, faut pas se prendre la tête, il faut pas que ce soit une obsession, et le prendre plutôt avec l'humour et pas se prendre la tête. Oui. Et donc et ça va beaucoup mieux avec la jante féminine, quoi. Oui, parce que c'est ce qui vous posait problème, hein. C'était. Exactement, quoi. Et C'est donc, ce qui vous posait problème, vous n'osiez pas parler de cela avec les femmes. non, c'était au contraire que je voulais être cash avec, excusez-moi du terme, mais c'était être cash sans, tout dévoiler, quoi. Vous m'avez dit non, ça c'est votre jardin secret, vous le gardez. Parce que j'ai encore l'enregistrement audio de Ah oui, l'émission. d'accord, oui. Non, mais c'est ça, parce que Et comme donc, j'ai eu plusieurs personnes, alors vous vouliez en parler, oui. En parler, c'est-à-dire qu'effectivement, ça peut bloquer, hein. Oui, ça peut être bloquant. Tout le monde ne partage pas votre fantasme. Alors comment vous dites aujourd'hui ça va mieux, ça s'est débloqué avec les femmes, mais c'est-à-dire C'est-à-dire que je suis en cours je suis en négociation avec une, entre guillemets, excusez-moi du terme, c'est peut-être malvenu, quoi, mais j'engage progressivement une potentielle relation avec une amie que j'ai depuis longtemps, et je suis tombé un peu amoureux d'elle, et donc elle connaît un peu ce que j'aime, et puis ça, pour elle ça ne la dérange pas, parce que elle le savait, mais elle me dit tant qu'on le vit bien en couple, tant qu'on le vivra en couple correctement, tout se passera bien, quoi. Tant que ça n'empiète pas sur tant mieux. sur les, c'est ce que, et puis moi j'estime que vous m'aviez été d'un grand secours aussi, quoi, parce que j'étais pas bien à l'époque. Ah oui, je me souviens. Vous étiez mal. Je me souviens je me souviens du fait que au départ ça vous avait été prescrit dans un cadre, je pensais médical, paramédical, que ça avait été quelque chose qui
auquel vous aviez pris goût et que vous vous sentiez honteux de ça. Alors maintenant, effectivement, ça m'en revient, c'est que vous vouliez partager ça avec les femmes que vous rencontriez et que du coup, ça posait problème. Et oui, je me souviens d'avoir parlé de jardin secret, dans le sens que je dis souvent cela par rapport aux fantasmes, parce que les fantasmes, ce qui peut terriblement nous exciter peut provoquer du dégoût chez l'autre. Hein, on ne sait pas, c'est vraiment comme des tiroirs comme ça secrets qu'on ouvre ou qu'on ferme selon nos désirs, mais ça va, notre imaginaire érotique va être très différent de la personne avec qui on va être. Alors parfois ça s'accorde et puis parfois pas du tout. Donc il faut quand même y aller sur la pointe des pieds. C'est un terrain sensible et fragile, quoi. Oui, exactement. Donc c'est un terrain sensible et puis j'ai un petit peu creusé. Mais est-ce que vous êtes, parce que avant cette comment dire, cette ce que vous avez vécu là, parce que c'est-à-dire avant j'allais dire cette rencontre, enfin oui, cette expérience plutôt sensuelle, sensorielle là, que vous avez éprouvée, votre sexualité se passait de cela. Ça se passait, ou c'était peut-être enfoui en moi, j'en sais. Alors là, ça, j'en sais fiche trop rien, quoi. Des fois, il y a des choses qui se déclenchent par le fait de mettre quelque chose, et puis bon, il y a peut-être eu un déblocage. Je sais pas si on peut appeler ça un déblocage psychique ou j'en sais rien. Oui, non, mais ça faisait partie certainement de votre imaginaire et il n'y avait pas eu cette rencontre avec cet objet, ce fétiche, quoi. Enfin, qui vous a permis que ça se révèle. Mais ce que je veux dire par là, ce que je voulais vous demander, ma question, c'était est-ce qu'aujourd'hui vous ne pouvez plus faire l'amour que de cette façon-là? Non. Non, non. Quoi, non, c'est-à-dire que vous. C'est pas une obsession. Oui, vous n'êtes pas obligé de porter des collants. Ah non. Ah oui, d'accord. Donc vous n'êtes pas quand même totalement enfermé, prisonnier. Vous voyez, le véritable fétichiste ne peut, par exemple, un fétichiste des chaussures, ne pourrait être excité, parvenir à une érection que si la femme va porter des chaussures à talons hauts, par exemple, vous voyez. Or sans cela, il n'éprouve pas il ne peut pas avoir de désir. Absolument. Non, mais pas, quoi. Oui, d'accord. C'est pas nécessaire à votre excitation. C'est un plus. Ça peut être un plus. Comme dirait une de mes amies, c'est le petit bonus, quoi, entre guillemets. D'accord. J'en ai parlé autour de moi dans des termes les plus propres. Il n'y a pas de et puis il n'y a pas de honte à avoir ce petit fétichisme, parce que j'ai vu des reportages absolument aberrants où j'en ai eu la nausée, quoi. Oui, mais ça, bien sûr, dans le domaine de la sexualité, il n'y a pas de limite, dans le domaine du fantasme. Ouais. Il y a des gens, moi je me suis dit, moi c'est... Oui, mais ce qui vous donne la nausée à vous procure un plaisir fou à d'autres. Et là, non, c'est pas... c'est pas un besoin irrépressible. Oui. Alors écoutez, pourquoi si en plus vous avez rencontré quelqu'un qui pour elle c'est tout à fait quelque chose qui ne lui pose pas de problème, ça va bien. On veut créer aussi une marque, enfin une ligne de collants, quoi, parce que pour hommes. Pour unisexe quoi, parce que ce soit pour femmes et hommes, quoi, parce qu'une ligne de collants pour hommes, ça existe déjà, parce qu'on en avait, je me souviens, on en avait parlé quand vous étiez intervenu.
Bah, il y a une marque fameuse qui en a créé. Je la connais, je la citerai pas à l'antenne. Non, on peut pas. Elle n'existe plus ? Mais, la ligne homme a été supprimée. Ah oui, tiens, il n'y avait pas assez de demandes alors ? Pourquoi ils l'ont supprimée, vous savez ? J'ai posé la question. Oui. Un grand manque de communication par rapport au produit. Et puis après, ça a été. Il y avait une autre marque autrichienne aussi qui avait essayé, mais ça n'a pas marché, quoi. D'accord. Non, parce que je me souviens ce soir-là, j'avais eu beaucoup de SMS, de personnes qui me disaient, mais enfin, évidemment, les collants pour hommes, les randonneurs connaissent bien, il y a plein de collants, mais on parlait pas de ces collants-là. La marque qui avait créé des collants pour hommes, c'était des collants, c'était pas les collants pour randonneurs, c'était des collants pour hommes. Alors peut-être un peu plus épais que les collants fins pour femmes, mais c'était quand même pas les collants pour partir en randonnée. Je me souviens, parce que j'ai réécouté il n'y a pas longtemps. Ou pour faire de la moto, ou des trucs comme ça, quoi. Oui. Vous vous souvenez, vous l'avez réécouté en podcast ? Je l'ai réécouté juste avant d'en parler au psychiatre, quoi, oui. et pour avoir une base, quoi, et une base de réflexion, et puis... oui. De façon générale, je vous écoute tous les soirs, de toute façon. Donc, Ah écoutez, merci beaucoup alors. Bon, écoutez, je suis ravie d'avoir de bonnes nouvelles de vous, Arnaud, et de savoir que vous allez mieux. Vous allez bien même. De toute façon, je pense que quand vous avez dispensé du temps pour une personne, il est normal que la personne en retour donne de ses nouvelles. Je pense que c'est... Oh, normal, non, chacun fait comme il veut. Vous savez, vous n'avez vraiment aucun compte à me rendre. C'est vraiment l'important, c'est que vous suiviez après le cours, que vous repreniez le cours de votre vie. Mais ça me fait plaisir d'avoir de vos nouvelles. Je vous le cache pas. Alors il y a Sergio qui me dit maintenant, il faudrait vraiment la musique de Dim. Mais malheureusement, on l'a pas. J'ai cité une marque, il fallait pas. Mais bon, allez, c'est pas grave. Lalo Schifrin, le compositeur de Mission Impossible. Oui, si j'avais su, je me suis fait avoir parce que j'aurais dû faire, il avait mis entre parenthèses et je me suis fait avoir. Bon, allez, tant pis. Non, on va passer Oxmo Puccino. C'est un peu différent. Allez, merci beaucoup Caroline, de votre appel. Au revoir, Arnaud. Au revoir. Au revoir. C'est la deuxième heure de votre libre antenne, toujours en direct, bien entendu, sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h. Vous pouvez continuer à appeler le 39 21. Également, nous envoyer vos mails sur le site europe1.fr et vos SMS au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit. Alors, juste avant le journal de minuit, nous avons eu des nouvelles d'Arnaud qui nous avait appelé il y a un an pile pour nous parler de son rapport aux collants. Arnaud est fétichiste des collants. Quand il nous avait appelé il y a un an, ça l'angoissait un petit peu, il n'était pas très bien et un an plus tard, tout va mieux, il assume complètement ça et il a même rencontré une femme pour qui ça ne pose aucun problème. Alors First Lisa dit il faudrait faire une étude de marché sur les collants pour hommes, on pourrait peut-être faire des affaires, qui sait. Il y a Cathy qui dit fétichiste des collants. Oh, l'été est fini, quelle corvée quand on aime être à l'aise. Et ouais, c'est vrai que là, il commence à faire frisquer et il va falloir les remettre les collants. Et c'est vrai que c'est signe que l'été est fini. Je suis un peu comme vous, Cathy. Je me dis, quand il faut remettre les collants, je trouve que c'est un peu la corvée. On se dit, voilà, il va falloir attendre les... Moi, j'adore justement quand on les enlève. Ça sent, c'est la douceur printanière. Ça sent bon, quoi, les premiers jours, l'été. Bon. Il y a Ninon qui dit, un avis de femme. Moi, j'ai rien contre le port de collants masculins, mais le savoir serait pour moi un tue l'amour. Et puis il y a Luke Skywalker qui dit donc Arnaud,
vous êtes très assidu, puisque vous nous aviez appelé il y a déjà un an, et donc même peut-être un peu collant. Allez, je vous salue bien bas, amicalement à vous. Et puis, il y a des messages aussi qui arrivent pour Marie, qui était la première auditrice qui nous parlait de sa fille. Elle était préoccupée parce que Marie avait confié sa fille à son père le temps de son hospitalisation, puisque Marie souffre de bipolarité, et pour mettre au point son traitement. Et son père, le père de sa fille, la dénigre beaucoup. Pas sa fille, mais Marie, je vais y arriver. Donc, en fait, des messages qui arrivent aussi pour dire, pour bien d'autres raisons que la vôtre. Mon fils est parti chez son père quand il était adolescent. Après bien des années, nos rapports sont devenus les meilleurs du monde, avec beaucoup de complicité. Alors, patience et courage à vous. Et puis, quelqu'un qui dit, Marie pourrait sortir avec sa fille pour des activités culturelles, voir des expos, tout ce qui concerne la danse, la mode, ou bien aller au théâtre, à des concerts, du ciné, des spectacles. Ainsi, sa fille emportera ses souvenirs chez son père. Et on accueille maintenant Valérie. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Valérie. Je suis émue de passer à votre émission. Voilà, en quelques mots, je vais essayer de vous raconter un petit peu ma vie. J'ai 46 ans. Je travaille dans le milieu médical. Oui. J'ai été mariée 22 ans. Oui. Et il y a 4 ans, mon mari est rentré du travail et il m'a annoncé qu'il était mis à la porte de son travail. Donc je n'ai pas su tout de suite la vérité. Je l'ai connu, il était divorcé depuis 3 années, il avait 2 enfants. Donc j'ai accepté tout, j'ai accepté d'avoir une pension alimentaire pour ses enfants, pour sa femme, des crédits de meubles qui lui avaient tout laissé. Et ce mari donc a été mis à la porte. Je n'ai pas su tout de suite. Et un jour, on est venu le chercher à la maison. Il était mis en garde à vue. Et il m'avait trompé. Il était accusé de viol. Donc, j'ai attendu. J'avais une grande fille qui allait passer son bac, qui l'a eu. Oui. Là, je la félicite. Et j'ai eu beaucoup de mal de m'en remettre parce que j'ai été entendue par la police pendant 3 heures, qui m'ont annoncé qu'il était accusé de viol. Donc, après, il est rentré. C'était très, très dur pour moi. C'était une chute, une descente aux enfers. Je savais pas trop comment réagir pour ma fille, pour moi, pour mon mari que j'aimais aussi. Mais c'est pour ça, il vous a menti par rapport à la perte de son travail, en fait, c'est ça, Au départ, oui. Après, de fil en aiguille, j'ai su. Après, il a fallu prendre un avocat et après, il allait passer aux assises. Donc les assises sont passées 3 ans après. Mais juste l'année d'avant, pour fait, j'ai demandé le divorce, qui était très dur et très éprouvant pour moi. Parce que pour moi, le mariage, c'était sacré. Donc j'ai attendu, je l'ai accompagné jusqu'au bout, pendant ces 3 années. Et un jour du mois de juillet, ces assises sont arrivées. Et le matin même, il est allé. Et l'après-midi, il est rentré à la maison. Et il s'est donné la mort par arme à feu. Donc je suis rentrée à la maison. J'ai découvert les faits puisqu'il y avait les gendarmes et les pompiers. Il n'était pas mort, il était dans le canapé. Et voilà. Donc étant dans le milieu médical aussi, il est mort. Il était plongé dans un coma. Et dans la nuit, il a perdu la vie cérébrale. Et le lendemain matin, avec ma fille, on a accordé le don de tous ses organes. Une chose qui était très dure. Après, on a enterré mon mari. Et il y a quelques mois de ça, naturellement, comme il s'est suicidé, nous n'avions pas l'accord
de l'incinérer. Donc il y a quelques mois de ça, enfin un mois, on l'a pu le déterrer, l'incinérer. Voilà, aujourd'hui, mais pourquoi vous l'avez pas, je suis divorcée, j'ai une maison qui ne m'appartient plus que par moitié parce que nous n'avions pas fait le partage au divorce et je me retrouve dans cette maison avec ma moitié à payer. Et donc sa moitié était remboursée par les assurances. Et aujourd'hui, je suis prise à rester dans cette maison, dans cet enfer, on va dire. Et comme je la paye, je ne peux pas avoir d'autres appartements, puisqu'il faudrait que je donne double loyer, ce qui m'est impossible. Et dans toutes ces années de calvaire, j'ai eu des chats. J'ai des chats. Je remercie mes chats parce que c'est aussi grâce à eux que je tiens. Ma jeune fille est partie faire des études au bout d'un an, là, donc elle n'est pas tout près de moi. Je ne vais pas citer son nom, ni sa ville, parce que je veux regarder son intimité, parce que je la protège énormément. Et je lui tire mon chapeau aussi. Je ne sais pas, je pense pas qu'elle nous écoute, d'avoir repris l'école comme ça. Et aujourd'hui, je me dis qu'on est très forte. Mais aujourd'hui, c'est très dur, parce que je voudrais partir de cette maison, parce que c'est une maison qui est chauffée au bois. Et si je suis pas là pour mettre du bois, si je fais des nuits, voilà, la maison est glaciale. Donc je peux plus rester dans cette maison et je peux plus assumer je peux pas assumer un deuxième loyer. Que dire, j'ai connu quelqu'un d'autre dans ma vie là, et j'étais une personne qui était veuve comme moi et qui avait pas fait son deuil et qui m'a fait énormément de mal. J'ai énormément souffert. Il était très personnel et moi ce que j'attendais c'était beaucoup d'amour et puis que le sexe masculin me prouve autre chose que ce que j'avais enduré pendant des années. Mais c'est très très dur pour moi. Pourquoi vous dites parce que vous dites vous avez enduré des années, c'est-à-dire que finalement vous semblez dire que ça vous est tombé dessus quand vous avez découvert ce dont on accusait votre mari, c'est-à-dire ce viol. Et là vous êtes en train de laisser entendre que vous avez enduré pendant des années des choses terribles. Oui, parce qu'il y a eu des hauts et des bas dans mon couple. Oui, mais ça comme dans tout couple. Oui, bon, il y a eu des choses quand même assez complexes où j'ai pas trop envie d'en parler à tout le monde, mais voilà quoi, c'est très très dur et j'ai beaucoup de mal d'avancer quoi. J'ai l'impression que la terre s'effondre sous moi quoi. Alors ce soir, je suis là grâce à ma maman qui vous écoute tous les soirs et qui m'a conseillé de vous appeler. Et moi, je l'embrasse très fort parce que je sais qu'elle se fait une bile d'enfer pour moi. Et encore heureux que je l'ai. Et c'est de maman en or. Donc c'est un message un peu que vous adressez à votre mère à travers, oui, aussi, à travers la radio. Voilà. Alors pourquoi vous la vendez pas cette maison ? Elle est en vente, mais l'immobilier va très mal. Et je sais pas combien de temps, parce que j'avais essayé de racheter la part, et j'ai pas eu l'accord quoi. Voilà. Et les moments sont très très difficiles quoi. Donc là elle est en vente, mais pendant combien de temps je ne sais pas. Bon. Donc ça, effectivement, il y a des choses qui ne dépendent pas que de vous. L'immobilier, c'est un peu compliqué en ce moment, mais en même temps, après, déjà, ça sera important, je pense, pour vous, ça sera pouvoir démarrer cette maison est liée à beaucoup trop de choses difficiles, douloureuses. Voilà, ça sera important pour vous. Comment vous envisagez la suite ? Très mal. Non, mais je pense que c'est la dernière démarche et elle est très dure. Elle est très très dure. J'ai l'impression qu'on m'arrache tout. Et en un an, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Sauf mon travail, naturellement. Encore heureux, je l'ai. Mais j'ai tout perdu. J'ai les goûts plus sortir.
Et puis seule, j'ai pas trop envie de sortir non plus. J'ai des amis, mais vous savez, les amis, après, vous pouvez plus trop, au bout d'une année, les embêter. Ils ont oublié. Votre chagrin, il est toujours là, mais les amis, ils ont oublié eux. Et puis, c'est bien de conseiller, de dire ça va aller, ça va. Mais c'est dur. Est-ce que vous avez un lieu, justement, vous parlez de traumatisme, et ça a été vraiment une succession de traumatismes, hein, là, que vous avez vécu au long de cette année. C'est extrêmement violent. Est-ce que vous avez un lieu pour en parler? Est-ce que vous êtes suivi sur le plan psychologique? J'ai été suivie, oui, et puis... vous ne l'êtes plus? Ah bah oui, mais enfin, c'est vraiment dommage, hein, parce que franchement, avec tout ce que vous avez vécu, pourquoi vous n'avez plus envie d'y aller? Parce que pour moi, ils n'ont pas de baguette magique pour... ah non, ça, je vais pas vous dire le contraire. Non. Personne n'aura de baguette magique, mais en même temps, c'est les traumatismes, si vous voulez, c'est aussi en parlant, en mettant des mots sur justement sur la violence, hein, du mal, qu'on atténue leur toxicité, hein. Ouais, c'est pas en mettant le couvercle dessus, hein. Ouais, parce que c'est vrai que si vous attendez la baguette magique, c'est pas, personne ne l'a. Ce que je veux dire, c'est que ça va pas résoudre mes problèmes. Toute cette histoire, ça va. J'ai eu la force de tenir jusque-là. Le problème, c'est que c'est très dur. Non, mais non, parce que vous dites la première année, vous avez été, vous avez été submergé par. Il y a eu beaucoup de choses à faire. C'est pas forcément la première. C'est un tourbillon. Oui, vous avez été prise dans un tourbillon. C'est dans l'après-coup, hein, que les traumas sont le plus actifs, et parfois même des années après, parce qu'ils rencontrent d'autres événements du passé et qui les réactualisent, ou ce que vous vivez là peut faire écho à d'autres événements que vous avez laissés dans un coin de votre mémoire, mais vous pensez les avoir oubliés, mais c'est quand même présent. Et c'est pour ça qu'un traumatisme devient d'autant plus toxique. Donc c'est pour ça qu'à un moment, il faut, un peu, je vais le dire ça un peu de façon triviale, nettoyer, voyez, et aller en parler, et un peu mettre à plat. Ouais. Bon. Donc effectivement, c'est que vous soyez mal après tout ce que vous avez vécu. Oui, alors mais c'est vrai que vous pouvez sinon accumuler les plaintes et vous dire bah oui, les hommes, le sexe masculin, j'endure, enfin vous plaindre, être dans quelque chose de cet ordre-là. Et quand je vous pose la question, bon, là vous êtes dans ce projet, déjà c'est un projet, bon, vendre la maison, c'est important, et je vous dis qu'est-ce que vous envisagez après? Bah oui, vous ne pouvez pas vous projeter. Voyez, non, et ça serait important de pouvoir vous projeter. Je suis obligée de la vendre. Oui, mais vous subissez, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut sortir du fait de subir, c'est-à-dire que pouvoir recommencer, à pouvoir tenir. Là, c'est déjà bon. Vous avez le projet immédiat, c'est de la vendre, hein, donc vous y verrez plus clair après. Mais c'est-à-dire que déjà envisager, pouvoir un petit peu anticiper. Est-ce que vous voulez rester dans la région ou carrément quitter la région? Alors vous avez votre travail, donc vous ne pouvez pas quitter la région. Ben oui, pour mon travail, oui. Hein, vous êtes obligé de rester dans la région. Oui. Oui. Donc bon. Donc vous voulez reprendre une maison, un appartement, vous voulez... c'est très compliqué à cause de mes chats, c'est toujours la même chose parce que donc je peux pas non plus les abandonner. Ah non, ça serait pas... Et j'adore les animaux. Oui, bah ça vous rendrait malheureuse de les abandonner. Je serais très malheureuse, oui. Oui. Et puis aussi... Puisqu'ils vous ont beaucoup aidé. Il faut quelque chose avec un jardin. Oui, bah c'est possible ça. Ils ont l'habitude de sortir, alors déjà c'est gênant que je sois obligée de les enfermer. Oui. Mais là, s'ils n'ont même plus de jardin, les pauvres animaux... Vous en avez combien?
J'en ai plus que 2, mais j'en ai que 2 qui reviennent à l'appel, là, parce que je ne sais pas, ils ont dû avoir un traumatisme comme moi. Alors j'avais 2 chiens. C'est tous des animaux de la SPA, entre parenthèses. Voilà, et donc j'avais un dog argentin qui est sourd, mais ma fille, comme c'est la chienne de son papa, l'a pris, l'a adopté, elle est avec. Et mon petit chien aussi, un petit bâtard qui vient de la SPA aussi, et qui souffrait vu mon emploi du temps à mon travail, plus souvent la solitude. Je l'ai emmené chez ma maman et mon papa, donc c'est eux qui le gardent. Il est très très heureux, quoi. Il est dans un 5 étoiles là. Il est chouchouté. Donc, vous voyez, petit à petit, en une année, j'ai tout perdu là. J'ai tout perdu là. Je vais perdre ma maison, et le problème pour moi. Non, c'est pas forcément. C'est où je vais me retrouver. C'est pour ça qu'il est important que vous ayez un endroit où vous vous sentiez bien. Voyez, parce que c'est très dur pour moi de faire cette démarche, et puis surtout la solitude, c'est cette solitude que je ne supporte plus, et je voudrais tellement refaire confiance à la jante masculine. Mais... Oui, mais alors attendez, n'allez pas trop vite, n'allez pas trop vite en besogne, compte tenu le ciel vous est un peu tombé sur la tête. Semble-t-il, vous avez laissé entendre que votre relation de couple était quand même pas ce qu'il y avait de mieux. Non. Puisque quand vous dites dans ce que vous avez dit concernant le sexe masculin, vraiment, vos déceptions, vos manques, vous avez été très déçus avant même les accusations que l'on portait concernant votre mari. Oui. Donc ça n'a fait en plus évidemment que vous meurtrir davantage. Donc, attendez, il faut que vous vous reconstruisiez, vous. Il faut que vous repreniez déjà confiance en vous, faire confiance aux hommes, voyez. Et c'est là où je pense que vous pouvez pas faire l'économie d'un travail sur vous. Oui. Je pense que là, vous présumez de vos forces. Et c'est dommage parce que vous allez perdre du temps. Ou c'est comme si paradoxalement vous attendez. Vous dites la solitude me pèse tellement. J'aimerais tellement faire confiance aux hommes. Et puis en même temps, vous dites oh non, je vois pas pourquoi faire un travail sur moi. Vous dites ils ont pas de baguette magique, et donc c'est comme s'il fallait, voyez, que ça aille vite. Vous voudriez, évidemment, quand on va mal, on voudrait que les choses s'améliorent et très vite. C'est humain. Oui. On voudrait sortir du trou très vite. Non, ça prend un peu de temps. Sortir de l'enfer, quoi. Ben oui, mais ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps, et à la limite, pour se donner les moyens de reconstruire sur de bonnes bases, sur des fondations solides. Ça veut dire que ça part quand même de soi, y compris dans les rencontres que l'on va faire. Alors bien sûr qu'après il y a quand même aussi un facteur chance, mais il y a aussi finalement dans les choix que l'on va faire. Or quand on est complètement perdu, déstabilisé, qu'on a tout perdu, parfois on est tellement désespéré, tellement qu'on va avoir tendance à aller se jeter dans les bras du premier, de la première, et qui va nous donner un peu de chaleur, un peu de tendresse, qui est pas forcément le plus équilibré ou le mieux intentionné, ou celui ou celle qui nous convient le mieux. Mais je me pose une question, si je fais la connaissance à nouveau de quelqu'un, est-ce que je dois lui parler de tout ça? Ça fait quand même très peur. Je crois que dans un premier temps, après tout dépend. C'est pas vous n'êtes pas non plus responsable. C'est
clair. Exactement, vous n'êtes pas responsable des actes commis par votre mari. Oui. Voyez ? Non, je me sens coupable de rien du tout. Non, non. Au contraire, j'ai fait des impaires comme toute femme, où je suis pas parfaite, voilà. Mais je pense que j'ai fait tout ce que je devais faire en tant qu'épouse, en tant que maman, en tant que maîtresse de maison, en tant que voilà, j'ai rien à me reprocher. C'est ça aussi que je comprends pas, voilà. Là où je suis un petit peu perdue, quoi. Je me sens bafouée, je me sens... Oui, il y a ce côté un peu humiliation, mais vous n'y êtes pour rien. C'est lié à son parcours de vie, à son histoire. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vous n'êtes, on n'est pas responsable des paroles ou des actes commis par des personnes de sa famille, par ses parents, par son mari, par sa femme. Enfin, vous voyez, vous n'avez pas à vous sentir responsable de ça, hein. Non, je m'en sens pas du tout responsable. Voilà. Mais pour le moment, on sent bien que c'est encore un tel poids pour vous, et ça se comprend, parce que évidemment, ça entraîne tellement de conséquences, hein, de répercussions dans votre vie, c'est très lourd à porter. Donc vous auriez du mal à ce serait presque les premières choses que vous éprouveriez le besoin de dire. Donc c'est là où je pense que si vous aviez un lieu pour en parler, de ce poids, hein, de cette enclume là que vous avez sur le cœur, justement, ça vous permettrait, dans votre vie, et justement, si vous faisiez des rencontres, de ne pas l'aborder. Ça ne veut pas dire que vous ne pourriez pas en parler. Lorsque, si vous rencontrez un homme et que après vous développiez une relation de confiance et que vous sentiez que c'est un homme avec qui vous pourriez construire une relation, d'en parler, parce qu'il n'y a pas lieu de le cacher non plus. Non, parce voyez. Mais en revanche, c'est vrai que dans les premiers temps d'une relation de séduction, c'est pas, vous allez pas dire comme ça c'est pas quelque chose à dire dans les premiers temps. Et si vous aviez un lieu pour poser cela, pour en parler, ça vous permettrait de vous sentir mieux. Oui. Le problème, c'est que j'habite en campagne et pour moi, quand j'allais suivre le psychiatre, donc c'est en ville. C'est à une demi-heure, 3/4 d'heure de chez moi. C'est un coût aussi. Et ça devient très dur, quoi. Ça devient dur, quoi. Voilà, parce que non seulement je dois payer cette maison, mais je l'assume complètement en tout point, l'enterrement. Oui, mais tout a un coût. Donc, ce psychiatre, il vous faisait une feuille d'assurance maladie. Comment ? Il vous faisait une feuille d'assurance maladie. Oui, mais en attendant d'être remboursé, quoi, c'est... Oui, mais bon, déjà, il vous faisait une feuille d'assurance maladie. Hein, donc, déjà. Voilà, quoi. Donc, comme je disais, ces jeunes filles vont attendre leur argent, mais... Oui, mais ça, si vous voulez, je sais bien, mais il y a... Le problème, c'est que moi, je suis obligée de... J'ai tout avancé, j'ai tout payé, et c'est très dur pour moi de vivre maintenant, et voilà, quoi. Oui, mais ça, les questions d'argent, vous verrez avec la famille, les personnes qui réclament leur part, vous verrez avec le notaire. Je suis obligée de payer des impôts fonciers, je suis obligée de... Voilà, et ça devient très dur pour moi, quoi. C'est voilà, quoi. Et je sais même pas comment je vais me chauffer là pour couper du bois. Enfin, c'est pas évident, quoi. Ça devient... Bon, entre-temps, votre maison peut être vendue aussi, hein. Il peut y avoir... Vous avez quand même cette maison, hein. C'est quand même... Vous avez un bien. Dans l'hiver, et voilà. Oui. Vous avez un bien quand même, hein. Donc, vous avez quand même cette maison qui, à un moment, sera vendue, hein, certainement. Oui. C'est quand même... vous avez quand même... voilà. Ce bien-là, et à un moment, c'est vrai que c'est plus long aujourd'hui, les ventes de maisons, mais à un moment, vous allez bien finir par la vendre, hein, il faut quand même garder confiance. Alors, il y a Poupi qui dit il faudrait
d'abord, dans un premier temps, parler, être aidé, et dans un deuxième temps, penser à rencontrer quelqu'un, ne pas aller trop vite. C'est un peu ce que disent les auditeurs, hein, ne pas mettre un peu la charrue avant les bœufs, comme on dit. Il y a Béa qui dit pensez à vous avant de vous précipiter dans une histoire pour fuir avant tout la solitude. Je crois que vous voulez sauter un peu des étapes là importantes. Hein. Oui. Il faut vraiment vous occuper de vous, aller parler de tout ça, parce que c'est vrai que si vous rencontrez quelqu'un, actuellement, bon, vous n'allez pas passer à côté d'une rencontre, mais pour le moment, c'est quand même trop chargé. J'ai l'impression que il y a quand même aussi un deuil à faire, hein, et un deuil dans des conditions quand même très particulières. Donc, je crains que si la rencontre se faisait là, dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes, vous feriez porter toutes ces angoisses à la nouvelle relation. Donc, autant aller en parler pour que lorsque vous rencontrerez quelqu'un, démarrer une nouvelle histoire, vous ayez déjà un petit peu avancé dans votre cheminement personnel. Bon courage à vous, parce que c'est pas facile, hein, ce que vous traversez. Bon courage, Valérie. Au revoir. Au revoir. Alors, des messages qui arrivent pour Valérie au 7 39 21. Tout d'abord, Bernard et Michel qui transmettent leur numéro pour Valérie. Donc, on va transmettre. Il y a également Yannick des Ardennes qui dit vous pouvez essayer de gagner du temps sur les paiements, négocier avec les impôts, n'abandonnez jamais. Yannick qui dit aussi, vous savez, patience, le temps aussi fait son œuvre. Yannick qui vous fait une bise pour un peu adoucir votre vie. Et puis quelqu'un dit vous avez vos parents qui sont très aimants, votre fille qui a réussi ses examens, un toit sur la tête. J'ai eu un parcours un peu similaire, je n'avais plus de famille du tout. Bon courage en espérant pour vous un nouvel amour. Attendez d'abord de régler vos problèmes urgents, vous aurez l'esprit plus libre après. Et puis il y a également Cathy qui dit essayez de voir aussi ce qu'il y a déjà de bon. Vous avez du travail, vous avez une bonne santé, votre fille auprès de vous, vos parents, donc voyez déjà ce qui va bien et allez parler de ce qui va mal. C'est ce que dit aussi Brigitte qui dit pour faire des choix, il faut déjà parler de ce qui ne va pas bien, aller pleurer sur tout ce qui vous est arrivé, en parler, cela vous fera beaucoup de bien et pensez à vous faire du bien. Brigitte qui dit vous avez perdu votre vie ancienne, mais vous avez votre fille, votre mère, votre travail, un capital. Vous pourrez reconstruire une nouvelle phase de vie. Oui, c'est ça qui est compliqué quand on a perdu comme ça beaucoup de choses. C'est l'avenir paraît très incertain et donc très angoissant. Et c'est très juste ce que vous dites, Brigitte, c'est-à-dire que c'est cette phase de transition tant qu'on n'a pas atteint l'autre berge qui est angoissante, hein, il y a ces eaux sombres là, mais il y a il faut se raccrocher à tous ces repères qui sont encore présents. Et quels repères, hein, les parents, sa fille, le travail, ce capital, tout le monde n'en a pas autant, donc tous ces repères sur lesquels vous pouvez compter et vous appuyer. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je voulais vous contacter parce que il y a 3 ans de ça, j'ai fait une grave dépression. L'élément déclencheur a été le travail en fait, Oui. Une ambiance très lourde et la personne qui est à la direction qui me donnait la vie dure en fait. Oui. Et donc aujourd'hui, ça va faire donc 3 ans que je suis en arrêt. Et ça a été long à me remettre un peu de tout ça. Et aujourd'hui, j'ai envie de prendre un virage
un peu à 90 degrés parce que j'ai l'impression que à un moment donné, j'étais pas sur le bon chemin en fait. Donc maintenant, je vois, j'ai entamé une thérapie quelque temps après ma dépression. Oui. Donc, et quand alors, vous dites que vous n'étiez pas sur le bon chemin, c'est professionnellement, personnellement, c'est un peu des deux en fait. Oui, souvent c'est ça. Personnel m'a fait aller dans cet emploi en fait, mais aujourd'hui, les choses sont plus claires pour moi. En fait, je me rends compte que j'étais pas tout à fait sur la bonne route. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le plus simple, je vais pas encore reprendre tout de suite, mais le plus simple, ça serait de retourner là-bas. Et puis voilà, mais je crains en fait le retour déjà, parce que je sais que l'ambiance est toujours la même là-bas. Et puis, mes envies sont plus les mêmes aujourd'hui. J'ai envie un peu de changer de vie. Et aujourd'hui, je me dis, mais si je change de travail, si je postule ailleurs, comment je justifie ces 3 années, en fait, de vide, voilà, un peu dans ma vie. Donc, comment je peux l'expliquer en étant assez sûr de moi en fait pour expliquer ça. Donc voilà, c'est un peu ce qui me paralyse en ce moment en fait. Je me dis, je m'attends à certains jugements, donc voilà. Oui, parce que vous voudriez repartir en tant que salarié. Oui. Ça, c'est donc vous vous attendez à ces périodes 3 ans, c'est ça, dans un CV. Évidemment, ce trou. Comment justifier ces 3 ans Alors, je suis toujours officiellement, je fais toujours partie de la structure en fait qui m'emploie. Mais vous avez peur qu'ils vérifient? Voilà, oui, c'est ça. Je pense que les employeurs communiquent entre eux. Maintenant, j'ai pas à dire quel était le motif de ma maladie. Ça, Exactement. J'en ai bien conscience. Mais quelque part, je me dis, mais je serais pas honnête non plus de pas dire des choses, quoi. Donc, ce serait pas honnête de ma part non plus de cacher complètement. Donc, c'est-à-dire après maladie, parfois ça peut faire peur. Ça peut faire peur à un employeur. Oui. Le mot maladie risque de faire peur parce qu'il va vous demander. Enfin, il n'a pas le droit. Normalement, il y a un secret médical, effectivement, mais comme la dépression peut faire peur parce que là aussi, il peut dire il risque de rechuter. Bon, alors tout dépend effectivement comment vous présentez les choses. Ça peut être dire. Vous pouvez présenter les choses en me disant, puisque comme vous changez, si vous voulez changer, vous changez complètement de voix. C'est ça? Oui, je veux changer de lieu surtout en fait. De lieu, mais pas de. Pas du tout de domaine. Dans le même domaine en fait. Je peux rester dans le même domaine, mais c'est le lieu en fait que j'ai envie de me rapprocher de la ville en fait, donc voilà, parce que je m'y sens plus épanoui. Voilà, mais je me demande comment. Je me demande si l'honnêteté ne paie pas dans ces cas-là. Oui. De dire que finalement c'est parce que après tout vous pouvez tomber sur quelqu'un qui, oui, parce que je trouve que ça se sent quand, à moins d'être vraiment quelqu'un de, je trouve que si vous tombez sur quelqu'un d'assez fin, il peut sentir que vous êtes en train de lui mentir, à moins d'être vraiment quelqu'un d'assuré, enfin le gars qui vraiment a l'habitude de mentir. Mais quand on n'en a pas franchement l'habitude, déjà dans un entretien de recrutement où on est assez stressé, le fait de mentir sur un truc où on n'est pas à l'aise, si vous tombez sur quelqu'un qui est assez
Ouais, vous avez quelqu'un en face qui est assez fin, qui a l'habitude, il peut repérer un trouble, un truc, quelque chose qui colle pas, quoi. Ouais. Parce qu'effectivement, il va voir, il dit 3 ans, qu'est-ce que c'est, quoi? Il sent qu'il y a un loup. Et s'il sent que vous comblez qu'il y a un truc qui colle pas, il va se dire, il va sentir un malaise. Bon. Donc peut-être qu'il faut jouer carte sur table, et en disant que, alors peut-être pas, vous voyez, je sais pas si vous avez eu des hospitalisations, des choses comme ça. Vous rentrez pas forcément, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails, oui. Mais vous dites que vous avez fait vous avez été en arrêt pour dépression, et que finalement en positivant les choses, parce que finalement c'est ce qui s'avère être positif, c'est que cette dépression a été très bénéfique. Puisque vous vous êtes rendu compte que vous étiez à côté de vous, de votre vie, de votre désir profond, et c'est ce qui vous amène à être là aujourd'hui. Vous voulez changer, vous étiez dans une ambiance, déjà la cause c'était dans l'ambiance professionnelle, mais que finalement ça ne correspondait plus aussi à vos aspirations. Et que vous étiez dans un lieu, parce qu'il est jamais trop bon de dire aussi de complètement casser le lieu d'où l'on vient, vous saviez, dans le monde du travail, complètement dénigrer l'employeur précédent, c'est jamais très bon, quoi, parce qu'on se présente sous un jour un peu victimaire. C'est jamais très bon, parce qu'on sait jamais aussi quels liens ont les employeurs entre eux, s'ils se connaissent. Enfin bon, donc, mais dire que pour vous ça vous a permis de mettre à jour des aspirations, des aspects de votre personnalité, de vous découvrir finalement, et alors que vous étiez un peu que vous suiviez un chemin qui n'était pas véritablement le vôtre, surtout que vous êtes jeune, hein. Oui. Mais c'est vrai que si vous voulez, vous pouvez de faire quelque chose qui peut paraître, parce que la dépression, c'est pas, on en parle de plus en plus, je veux dire, ça concerne de plus en plus de gens. Heureusement, vous voyez, même, je trouve très bien que des gens connus, des gens dans vous voyez, je pense par exemple Philippe Labro qui a fait ce livre Tomber 7 fois, se relever 8, enfin que des animateurs, Christophe Ondelat en a parlé, on parle là récemment de ses problèmes, de dire que il avait été mal pendant quelque temps, qu'il avait eu à souffrir de dépression. Je trouve très positif. Alors on pourrait dire c'est courageux déjà d'oser aborder, parce qu'en général, il y a encore quelques années, c'était vraiment honteux. Il y avait quelque chose. Ah non, c'était pas possible de dire. On passait pour un faible, hein, quand on disait quelqu'un qui disait j'ai fait une dépression. Oh là là, il fallait absolument le cacher. Dans certaines vis-à-vis de certaines personnes. Alors après, c'est là où on fait le tri un peu des gens, mais c'est vrai qu'on ressent un peu de... Moi, je ressentais un peu j'ai toujours ressenti de la culpabilité, en fait, sur le fait d'être en arrêt pour dépression. Au fond, moi, ça a changé, ça a évolué. Parce que maintenant, je me dis, effectivement, il y a 3 ans, mais ça n'a pas été 3 ans pour rien, parce que je me suis quand même... j'ai découvert beaucoup de choses sur moi aussi. Par l'intermédiaire de la thérapie, ça a été bénéfique, en fait, donc aussi. Mais il y a toujours derrière moi le fait de dire j'ai été 3 ans, il y a un vide de 3 ans, du coup quelque part, il y a de la culpabilité aussi. Oui, mais c'est justement, c'est pas un vide, parce que pendant ces 3 ans, ça n'a pas été, la dépression est un vide. On se retrouve confronté à un vide, mais ce vide, vous l'aviez en vous-même. Oui. C'est parce que vous aviez ce vide en vous-même, à un moment, ça s'est effondré. Oui, mais justement, c'est là où quand on sort de la dépression renforcée, c'est parce qu'il y avait des carences, il y avait de grandes fragilités. Oui. Et quand on travaille là-dessus, on sort plus fort, on sort renforcé.
Mais c'est vrai que encore dans certains milieux, pour certains, vous voyez, il y a des dirigeants, des grands dirigeants qui ont fait des épisodes dépressifs, mais ça ne se dit pas. Parce que non, c'est pas possible, quoi. Si on est un homme d'affaires, on peut pas faire de la dépression. Mais attendez, ça peut concerner tout le monde. Donc c'est pour ça que je trouve très bien que des gens un peu en vue osent le dire, parce que ça peut concerner tout le monde. Voilà, et on n'est pas moins fort ou moins, vous voyez, on n'en a pas moins de valeur parce qu'on fait un épisode dépressif. Donc bon, après, parlez-en avec votre thérapeute. Moi, voilà ce que je vous dirais. Mais moi, je vous dirais, je pense qu'il faut jouer carte sur table. Et après tout, si vous tombez face à quelqu'un où ça va être pour lui discriminant, et tant pis. Parce que de toute façon, ça veut dire que si vous tombez, c'est pas l'employeur directement, mais s'il transmet à l'employeur et que pour l'employeur c'est rédhibitoire, j'ai envie de vous dire, Vincent, tant pis. Oui. Parce que de toute façon, ça veut dire que dans cette boîte-là, qu'est-ce que vous voulez, ça passera pas, parce que c'est qu'il ferme les yeux sur une réalité qui existe. C'est pas parce que vous avez été en dépression à un moment donné que vous ne pouvez pas être tout à fait faire très bien votre travail, être tout à fait opérationnel et voyez, vous très bien travailler en équipe, ou je ne sais pas ce vers quoi vous vous dirigez, mais bon. Ouais. C'est vrai que aujourd'hui, je suis plus fort que j'ai jamais été, en fait. Donc, je la sens, en fait, cette force, parce que j'ai une lucidité sur les choses que j'avais eues avant, quoi. Donc, c'est vrai. Donc, je pense que, si vous voulez, il n'y a pas lieu, vous voyez, le travers, ça serait de vous attarder là-dessus. C'est-à-dire que vous faites pas un exposé sur la dépression, hein, quand vous abordez ces 3 ans-là, en disant la dépression, c'est pas, voilà, vous dites pas, voilà, c'est ça, voilà les symptômes, voilà le traitement. Vous voyez, mais alors il s'agit pas non plus de dire waouh, c'est merveilleux, le truc. C'est maintenant, ça m'a révélé, c'est une renaissance et tout ça. Il s'agit pas non plus, vous voyez, d'être dithyrambique sur la dépression, parce que là on dirait il en fait trop. Mais il s'agit d'être juste et vrai, quoi. Oui. D'être sincère. C'est là où ça passe le mieux. C'est-à-dire, oui, voilà, j'ai fait une dépression. C'est parce que même justement, vous êtes vous-même, vous êtes sincère. Je trouve que c'est quelqu'un qui a le cran. Ça montre que vous l'avez dépassé. Vous avez le cran d'en parler. Oui. C'est courageux. Vous l'abordez, c'est pas un problème, vous l'abordez, vous l'avez surmonté, ce qui était une épreuve, vous l'avez transformé, ça montre que vous savez, vous êtes quelqu'un qui sait aborder les choses, vous savez les transformer, et ça vous a permis d'être là aujourd'hui et particulièrement motivé en face de la personne que vous voyez. Oui, je vois ce que... Je comprends ce que vous me dites, en fait, Alors, il y a Lilia qui dit peut-être pourriez-vous invoquer plutôt une raison d'ordre sentimental qui passerait mieux. Bon, vous voyez, il y en a qui ont un autre point de vue, mais bon. Alors, il y a quelqu'un qui dit s'il fait toujours partie de cette entreprise, ce n'est pas vraiment mentir que de mettre sur son CV qu'il y travaille depuis telle date. Il est rare que les employeurs aient le temps de se renseigner sur les candidats à un poste. Bon, vous voyez, il y en a qui vous conseillent autre chose. C'est vrai qu'on me dit... c'est à voir. Moi, je vous dis ça, mais après... Véronique dit « Je ne suis ni honteuse ni coupable de ma dépression. Elle a fait que je suis aujourd'hui épanouie et pleine de nouveaux projets. » Brigitte dit « Il y a un livre témoignage de Michel Delpech, La jeunesse passe lentement, qui aborde la dépression de manière revigorante. » Et puis Lily dit « Je recrutais des personnes dans un cadre associatif, je me rendais toujours compte des non-dits et je faisais toujours grand cas d'une personne honnête. Bon courage. » Voilà. Bon. Parlez-en. C'est pas dans l'immédiat, ces entretiens. Non. Vous êtes toujours en thérapie? Oui. Parlez-en avec celui qui vous suit, voir comment vous... Parce que ça s'aborde, ça se travaille aussi. Voilà. Moi, je vous ai donné votre point de vue, mais peut-être voyez avec d'autres personnes ce qu'ils en pensent. Bon courage en tout cas, Vincent. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Très belle nuit à vous.